Venez découvrir le magnifique Congo. Le sort d'une communauté passe par l'engagement personnel. Engageons-nous tous à renforcer et à développer notre valeur commune. Africains, à travers les frontières, nous vous attendons. Rendons nos ancêtres fiers. La révolution économique n'est pas pour les faibles. La table ronde du 30 juin nous a déçus. Debout roi, debout reine, lèvons-nous tous. Ingeta Ibaba. Bonjour Nandou, comment vas-tu? Bonjour, je vais très bien, merci. Alors, en fait, tu es quand même assez spécial pour moi. Non seulement tu es une amie, mais en même temps, ton parcours est quand même un parcours assez spécial. Tu es née au Bénin. Excuse-moi, pas au Congo, tu es congolaise, mais tu es née au Bénin. Puis tu as étudié dans une école nigérienne, puis tu es retournée en Belgique. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer un peu ton parcours, comment tu es arrivée ici au Congo et que moi et toi, on se rencontre? Ok. Alors, j'ai été au Bénin, mais je ne suis pas née au Bénin, je suis née en Belgique. Et quand j'ai eu 2 ans, en fait, mon père qui est belge, donc j'ai un père flamand, ma mère est congolaise. Et en fait, quand ils se sont mariés, etc., mon père a eu l'opportunité d'avoir un contrat au Bénin. Et mon père a décidé d'amener toute la famille, donc on est parti avec moi. On est parti avec mon frère, ma mère, et ça devait être un contrat de 3 ans, mais mon père a tellement aimé, ma mère a tellement aimé, on est resté 13 ans. Donc j'étais là de mes 2 à mes 15 ans. Au niveau de mon éducation, j'avais commencé dans une école béninoise, en fait. J'avais pas commencé directement à l'école nigériane, j'étais dans une école béninoise, mais c'était trop dur, j'étais trop chicotée. C'est vrai. Ah oui, l'école béninoise est encore plus dure que l'école nigériane. Les punitions corporelles, c'était juste trop, en fait. Et je rentrais à chaque fois, ça n'allait pas. Et donc du coup, mes parents ont dit, on veut toujours qu'elle soit dans une école africaine. Parce que pour mes parents, on est en Afrique, on veut qu'elle ait une éducation dans une école africaine. Mais comme mon père était coopérant belge, il y avait en fait un package pour les coopérants belges que s'ils ils mettaient leurs enfants dans l'école belge, c'était l'école Montaigne à l'époque, et ben ils ne devaient même pas payer la scolarité. D'accord. Et mon père a complètement refusé, il a dit ben non, moi je ne suis pas du tout à l'aise avec l'éducation qu'on donne à l'école belge. Et pourtant c'était tous les enfants de métis, les enfants européens, et les seuls enfants noirs c'était les enfants de ministres ou les enfants, donc c'était vraiment une école très huppée. Mon père a refusé de me mettre là et ma mère était d'accord, et donc du coup ils m'ont mis à la Nigerian International School of Cotonou. Il faut
savoir qu'il y avait une relation commerciale entre le Bénin et le Nigeria, import-export. Donc il arrivait qu'il y avait beaucoup d'hommes, de businessmen nigérians qui avaient leurs enfants au Bénin et vice-versa. Donc ils ont en fait instauré cette école pour pouvoir avoir des rapports plus fluides entre le Nigeria et le Bénin. Et j'étais la première en fait métisse à avoir été admise dans cette école. Avant, il n'y avait pas eu vraiment de métisse parce que les enfants métisses allaient à l'école Montel. Et donc voilà, c'était une expérience, bon je peux dire que c'est la meilleure expérience de ma vie avec le recul, mais c'était très dur parce que j'étais la première métisse, je ne parlais pas anglais, je parlais que français, mes parents ne parlent pas anglais, j'ai eu beaucoup de problèmes avec la langue. J'ai eu beaucoup de problèmes à m'adapter. J'étais métisse, j'avais une corpulence différente. Enfin voilà, ça m'a pris beaucoup de temps, mais finalement quand je me suis intégrée, ça a vraiment mis l'accent et le cadre pour le restant de ma vie. Pour moi, je dis toujours que je suis congolaise, mais j'ai un esprit béninois et j'ai une éducation nigériane. Donc voilà. Et en ce qui concerne le Congo, je suis revenue en Belgique pour mes études universitaires. J'ai été à Louvain-la-Neuve. J'ai étudié 5 ans à Louvain-la-Neuve. J'ai fini la fin de mes secondaires au collège Roi-Baudouin. Et puis, quand j'ai eu 25 ans, je me suis dit, pour mes 25 ans, un quart de 50 ans, la moitié de 50 ans, j'ai envie de faire un truc waouh. Et pour moi, c'était important d'aller au Congo. Et du coup, pour la première fois, je suis arrivée le 4 septembre 2017 au Congo. Et the rest is history, c'est comme ça qu'on s'est connus. Merci beaucoup, merci beaucoup. Donc, avant de rentrer dans le chapitre du Congo, je voudrais te demander comment, avec le recul maintenant que tu as quand même vécu aussi l'éducation en Belgique, que tu as vu aussi comment l'éducation se passe ici au Congo, pour toi, est-ce que tu regrettes ou tu es content ou comment tu vois en fait le rapport d'avoir grandi en fait dans une école béninoise, comment c'était, est-ce que toi-même, si tu auras des enfants, tu ferais la même chose ou tu dirais non, moi mon enfant je préfère d'abord qu'il étudie en Belgique, en Europe et puis qu'il vienne en Afrique, comment tu te positionnes dans ça? Ok, alors je pense que c'est, comme j'ai dit, il n'y a rien de black and white, il n'y a rien de noir et blanc. Quand je parle de l'école nigériane, je dis que c'est une de mes plus grandes fiertés d'avoir été à l'école nigériane, mais c'est aussi une des expériences les plus traumatiques de ma vie, parce que l'école nigériane, c'était très difficile au niveau de l'adaptation culturelle, au niveau de l'appropriation culturelle, parce que j'étais métissée, mais j'étais même pas métissée nigériane, donc j'avais vraiment aucun lien avec le Nigeria. Et les Nigérians sont des personnes qui sont très dans l'offensif, donc c'est beaucoup dans... Je me rappelle un peu les Jamaïcains. Pour moi, c'est les Jamaïcains de l'Afrique. Ils sont très... voilà, il faut tenir son identité, et quand ils te bousculent, eux ils aiment bien bousculer, tu dois tenir tes... voilà. Moi j'étais une petite enfant fragile, j'étais très timide, donc c'était assez difficile pour moi. Mais au niveau de l'éducation, des valeurs qui m'ont transmis, des principes, ça m'a suivi toute ma vie. Et si je suis aujourd'hui là où je suis, je pense réellement que c'est par rapport à l'éducation nigériane. Les Nigérians ont beaucoup de valeurs, les Nigérians sont travailleurs, les Nigérians sont des personnes qui peuvent s'adapter n'importe où parce qu'ils sont solidement ancrés dans leur culture. Et c'est des personnes qui sont très fières en fait de qui ils sont. Et tout cet univers, tout cet apprentissage, ça a pris du temps, mais c'est quelque chose qui est resté ancré en moi et qui s'est de plus en plus ancré en moi avec le temps. Donc au niveau du choix de mes parents, surtout en tant que métis, je pense que c'est la meilleure décision qu'ils aient pu prendre parce que ça m'a mis un lien directement avec l'Afrique. Même si je n'ai pas grandi au Congo, j'avais cette culture africaine et j'avais cette compréhension des codes culturels africains. Donc pour moi, c'est la meilleure décision que mes parents ont pu prendre en tant que métisse. Parce que j'allais en vacances en Belgique, donc j'avais le côté européen, mais j'ai été éduquée à l'africaine. Donc pour moi, oui, c'est un bon choix. Maintenant, par rapport à mes enfants, je pense que ça dépend de l'époque. Parce que c'était une certaine époque, c'était un certain cadre. Le Bénin, c'est un certain cadre. Ce n'est pas toutes les écoles africaines qui donnent ce niveau d'études, ce niveau d'éducation. Donc j'aimerais bien faire ce choix-là, mais ça dépendra du pays, ça dépendra du contexte. Mais mes enfants, j'aimerais bien qu'ils grandissent en Afrique d'office. Et c'est vrai que peut-être s'ils veulent après étudier ailleurs, c'est un choix personnel. Je les encouragerai de toute façon. Mais pour moi, il faut qu'il y ait un ancrage africain, comme mes parents l'ont fait. J'aimerais bien faire la même chose, si c'est possible. On verra. Merci beaucoup, c'est super intéressant toute cette information parce que c'est pas facile, c'est pas tous les jours qu'on rencontre quelqu'un qui a eu l'occasion surtout de la diaspora, de vivre en Afrique mais dans un autre pays qui n'est pas le sien. Donc c'est super intéressant. Et maintenant, quand tu as décidé de revenir ici au Congo en 2017, comment tu as fait, qui t'a aidé, comment tu es arrivé ici, est-ce que c'était facile pour trouver du boulot ou pas? Comment en fait tu peux nous parler un peu de ton parcours de carrière? Merci. Oui, alors en ce qui concerne ma carrière, en fait, j'ai étudié 5 ans à Louvain-la-Neuve, j'ai fait un master en relations publiques et après ça, je suis restée 1 an en Belgique et je cherchais du travail dans mon domaine. Et c'est là que je me suis vraiment confrontée à la réalité, effectivement, du racisme.
de la discrimination parce que tous les amis de ma faculté, au bout de 3 mois, quand je les appelais et qui étaient d'origine européenne, me disaient j'ai trouvé du boulot. J'ai trouvé le boulot dans une boîte, je suis dans une radio, je suis dans un truc, un journal papier, j'ai ouvert mon propre truc, machin. Et moi, j'ai postulé pendant presque un an, je ne trouvais rien dans mon domaine. Et à un moment, j'ai dû prendre une décision parce que je n'étais plus étudiante et je devais subvenir à mes besoins. Et j'avais 24 ans, donc il était temps que j'ai un boulot. Et je ne trouvais pas dans mon secteur, donc j'ai dû trouver 2 boulots. J'étais boulangère. J'étais de 6h du matin, de 5h du matin à 14h, j'étais à la boulangerie Eric Kayser, ce qui est marrant parce qu'il y a Kayser ici. J'étais à Kayser à Bruxelles, où il me disait que je pouvais faire un peu de com, mais j'étais plus vendeuse et en magasin. Donc je faisais le service, j'ai fait ça presque 6 mois. Et puis de 14 à 22h, j'allais à Zaventem où j'étais serveuse. J'ai dû faire ça pour avoir un salaire minimum et pour pouvoir subvenir à mes besoins. J'ai fait ça pendant 1 an et je me suis rendu compte, j'ai dit mais j'ai étudié 5 ans et je suis aussi compétente que les autres de ma faculté. J'étais une des meilleures élèves, mais je ne trouve pas. Je fais interview sur interview, même les stages, on ne voulait pas me donner, même des stages non rémunérés. C'était très compliqué d'avoir. Et à un moment, je me suis dit, ça n'allait pas dans la boulangerie, j'étais frustrée. Je me dis, j'ai fait des jobs étudiants pendant si longtemps et maintenant que j'ai une profession que j'aime, je ne peux pas l'exercer. Et donc, ça m'a vraiment frustrée. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je change de pays. J'ai essayé des pays européens, c'était aussi un peu compliqué. Je me dis, mais j'ai un oncle en Afrique. Je ne le connais pas très bien, mais j'ai un oncle. Et je sais qu'il a une maison et je sais qu'il va m'accueillir. Et donc je lui ai dit, donne-moi 6 mois, je vais économiser pour le ticket d'avion, et je vais arriver au Congo. Et donc je suis arrivée, je me suis installée chez mon oncle. Et ce que je me suis dit, je me suis donné 5 plans différents, avec 5 contacts différents, 5 pistes différentes de carrière, toujours dans mon secteur. 5 contacts pour pouvoir avoir un plan A, B, C, D, hein, pour voir si je peux réussir à trouver un travail. Et via un ami de mon père, j'ai trouvé mon premier boulot, assistante de communication dans la cellule d'appuyement des projets de l'Union européenne en RDC. Et j'ai trouvé mon premier contrat comme ça. Et je me suis dit, j'ai fait 1 an en Belgique. Après 1 an, j'avais rien trouvé. Après 1 mois, j'avais trouvé mon premier boulot. Donc je suis arrivée en septembre, j'ai commencé mon premier boulot le 1er octobre. Donc pour moi, ça a été un truc waouh quoi. On m'a donné l'opportunité, mais je sais que aussi ce que j'aimerais dire par rapport à la diaspora, il y a une discrimination par rapport aux locaux ici. Pourquoi on m'a donné cette opportunité? Je suis métisse, je suis une femme, j'ai un certain physique. Et je sais très bien aussi, c'est parce que j'ai un diplôme européen. Donc c'est pas aussi facile que ça que de trouver du travail, surtout pour les locaux. Et même par rapport à la diaspora, il faut avoir un contact. Moi, c'est quelqu'un qui m'a fait rentrer. C'est quelqu'un qui connaissait. J'ai fait les interviews moi-même, j'ai fait des tests, j'ai réussi mes tests, mais c'est un contact qui m'a fait rentrer. Donc j'aimerais aussi que le népotisme est encore très fort au Congo. D'accord. Et maintenant que tu parles justement du rapport de ton aspect physique et du rapport justement homme-femme, genre, comment tu as fait pour vraiment, parce que je sais qu'ici au Congo, quand même, beaucoup de femmes se plaignent justement du rapport masculin sur elles. Comment toi, tu as pu naviguer en fait ça dans l'espace de travail ici en RDC? Je pense que honnêtement, je pense qu'il y a beaucoup de femmes, surtout des métisses, qui m'ont dit qu'elles ont vécu des expériences très traumatiques ici. Je me suis rendu compte, on m'a dit, oh mais t'es une métisse bizarre, t'es pas comme les autres métisses parce que tu te comportes pas comme les autres femmes ici. Je dis les autres métisses ici, pas les autres femmes. Mais je ne comprenais pas ce rapport, mais en vivant ici presque 4 ans, hein, je me suis rendu compte que c'est vrai, parce qu'en fait, les métis font partie d'une caste, je dis carrément caste particulière ici, parce que moi, ça a été un choc culturel, parce que moi, j'ai grandi à l'école nigériane, où en fait, le métissage n'était pas vraiment valorisé. Je n'étais pas considérée comme une belle femme. Pour eux, les Nigérians, c'est leurs femmes qui sont belles, les femmes africaines avec la peau noire, où ça dépend des tribus, il y a des ethnies, c'est un peu comme ici, il y a les Moulouba, ils sont plus clairs de peau, là-bas, c'est les Fulani qui sont un peu plus près du clair de peau, mais ils sont fiers que c'est une femme nigériane. Si elle est claire de peau, c'est à cause de son ethnie, pas parce qu'elle est métissée. C'est pas forcément valorisé. Donc, j'avais pas de succès. J'étais pas perçue comme étant. Ils aiment les formes, les femmes avec des formes. Moi, j'étais une fille très mince. Donc, j'étais pas du tout populaire en fait. Moi, le métissage m'a pas apporté du tout de la popularité. Au contraire, j'étais beaucoup discriminée à cause de ça. Donc, moi, je suis arrivée à cette mentalité-là à Bruxelles. Je suis pas particulièrement spéciale. À Bruxelles, il y a beaucoup de métisses. Donc, je suis restée là-dedans. Les métisses à Bruxelles, il y en a plein. Donc, je sais pas extraordinaire que tu sois métisse. Et des métisses congo-belges, encore pire. Ils sont partout. Donc, j'étais pas exceptionnelle. Donc, je suis vraiment rentrée dans cette mentalité. Je suis quelqu'un, voilà, je suis normale. Voilà, tout.
Et puis j'arrive au Congo, et le Congo, il y a directement, si tu es clair de peau, si tu es métissé, si tu as un certain type de cheveux, si tu as un certain type de physique, alors là, tu es considéré comme... Et donc j'avais beaucoup d'avance par rapport, même pas par rapport à ma personnalité ou par rapport à qui je suis, mais plus je corresponds à une case de métisse. Ça veut dire que j'ai un statut social, ça veut dire que j'ai une éducation. Il y a tout un univers qui vient avec l'étiquette métissée. Et moi, je ne l'ai pas bien pris. Parce que c'est un peu comme si tu es une bête de foire, la petite nouvelle, la nouvelle métisse, tu es pourchassée, même pas, on n'essaie même pas de te connaître, c'est comme on doit la voir pour dire qu'on a eu la nouvelle métisse du quartier, quoi. Donc moi, j'ai pas du tout apprécié ça. Je pense qu'il m'a aidé à naviguer, c'est ma personnalité, honnêtement. C'est parce que moi, je suis quelqu'un d'assez, je prends le temps à connaître les gens, donc moi, je suis beaucoup dans le recul, je ne traîne pas avec n'importe qui, donc je pense que ça a aidé. Je pense aussi le fait, mon éducation à l'école nigériane, le rapport homme-femme est très surveillé. Nous, les hommes, on n'avait pas le droit de leur parler, on n'avait pas le droit de... Donc moi, ça... Mais je pense que dans ma vie ici à Kin, ça m'a aidé parce que du coup, j'ai mis directement des distances avec des barrières. Et donc professionnellement, j'avais vraiment une distinction entre moi en tant que femme, une femme avec une vie sociale et voilà, et Dandou professionnel qui vient au boulot et que voilà, il n'y a pas d'avance, il n'y a pas de parler, il n'y a rien. Et ça, directement, ça a compris et je pense que ça a aidé à naviguer. Là où il y a certaines métisses, tu arrives et tu es... les gens sont waouh, t'es magnifique. Et certaines métisses peuvent perdre la tête parce qu'on ne nous traite pas comme ça en Belgique, on ne nous traite pas comme ça ailleurs. Alors qu'au Congo, tu viens... tu es directement waouh, juste parce que tu es clair de peau. Donc pour des filles qui n'ont peut-être pas beaucoup de confiance en elles, etc., et qui ne sont pas ancrées, tu peux vite perdre la tête, tu vois. Et moi, je pense que parce que toute ma vie, on m'a dit, t'es pas spéciale, voilà, pas parce que t'es métisse que tu es forcément belle et tout ça. Je crois que ça m'a donné un truc, ok, j'ai des avances, mais je m'en fous, je suis là pour le boulot, ok. Donc je crois que c'est dans ce sens-là que j'ai navigué un peu ce rapport homme-femme, métisse, voilà. Magnifique, magnifique. C'est très, très intéressant. Et donc, tu as fait 4 ans ici au Congo. Et dans les 4 ans, tu as eu combien de boulot? Est-ce que c'était facile? C'est vrai que pour ton premier travail avec l'Union européenne, c'est ton nom qui t'a facilité. Mais après ça, parce que je sais que tu as eu d'autres boulots. Comment c'était facile pour trouver ce boulot? Comment tu as pu faire? Et même simplement, comment selon toi, le marché du travail ici, localement, si quelqu'un voudrait venir travailler ici au Congo ou simplement investir dans un business au Congo avec ton expérience, comment est-ce que tu vois ça et comment tu peux raconter un peu comment toi tu as vécu ça? Alors moi, je suis quand même suivi une carrière assez classique, entre guillemets. Je ne suis pas forcément entrepreneuse et je ne suis pas forcément... voilà. J'ai une carrière classique, c'est-à-dire que d'abord, j'ai commencé en tant qu'employée. J'étais employée auprès du premier boulot, mais j'ai eu un changement un peu par accident, mais finalement, ça a dirigé le reste de ma carrière et c'est quelque chose dans lequel je m'épanouis bien. C'est-à-dire que j'étais employée, j'avais un contrat normal et j'étais plus satisfaite parce que ce cadre de commencer à 9h, terminer à 17h, avoir 1 heure de pause, pointer, tu dois faire pile 1 heure, même si tu n'as rien à faire de la journée, tu dois être là et finir à 17h. C'était un truc au bout d'un an, j'étais là, c'est pas pour moi en fait. Mais mes parents sont tous les deux des personnes qui sont dans des métiers très, pas artistiques, mais voilà, créatifs. Et je ne voulais pas être dans un schéma où je sais que voilà, je n'ai pas un revenu stable chaque mois. Moi, j'ai besoin de ça parce que j'ai 2 parents qui n'ont pas ça. Disons juste ça. Et donc, du coup, je me suis dit, non, moi, je veux un revenu stable, mais je ne veux pas ce cadre de 9-17, 1 heure de pause, des vacances 1 fois par an. Je dis, ah non, ça ne me correspond pas. Et donc, j'ai pris une opportunité. On m'a dit, tu es folle. Parce que là, j'avais un contrat on m'a dit, tu peux rester autant que tu veux. Tu auras même un contrat de 5 ans, tu auras 4, tu auras des avantages, tu pourras rester. J'ai dit non. J'ai décidé de sauter le pas et j'ai postulé pour un projet de la coopération britannique sur plusieurs secteurs ici en RDC. Et c'était un contrat de 3 mois. On m'a dit, tu vas quitter un contrat de 3 mois, tu vas quitter un boulot qui t'offrait peut-être un poste pour 5 ans, pour un contrat de 3 mois, où tu n'es même pas sûr que tu auras un prolongement. Le salaire était plus attractif, mais je l'ai fait par rapport au fait que tu avais un statut de consultante. Quand tu es consultante, tu n'es pas employée, donc tu n'as pas ce 9-17. Tu viens, tu as des objectifs par mois, tu dois remplir tes journées, tu peux décider de ne pas travailler un jour. Enfin, voilà, c'est très flexible et c'est ça qui m'a attirée en fait. Et donc du coup, je me suis dit, je vais le faire. Les 3 mois se sont transformés en 3 ans presque. Donc j'ai fait presque 3 ans, 2 ans et demi auprès du projet Élan, soutenu par la coopération britannique, où on était dans des secteurs diversifiés, l'agriculture pérenne, non pérenne, l'énergie renouvelable. C'était hyper intéressant parce qu'il y avait des gens, il y avait des Européens, mais il y avait aussi, ma patronne était camerounaise, qui avait étudié à Paris. J'avais une de mes collègues qui est béninoise, mais qui voyageait partout en Afrique. J'avais des Congolais qui avaient étudié au Congo, mais qui avaient aussi... Donc c'était vraiment, j'étais en contact avec des gens avec des parcours très diversifiés et on était tous consultants. Ça veut dire qu'on
on est consultant, on a au moins 3-4 activités sur le côté, on peut travailler pour 3-4 projets en même temps. Et donc, je travaillais aussi pour d'autres projets en même temps. J'ai fait une consultance, je consulte toujours pour l'entreprise Monitrans, qui est l'équivalent de MoneyGram et qui est en RDC depuis à peu près 20 ans. J'ai travaillé pour Kinshasa Digital, où j'ai été coordinatrice événementielle, mais là, j'ai fait que, je crois, 4-5 mois. Et puis ensuite, quand le projet s'est terminé, je suis retournée en Belgique et là, pour l'instant, je travaille pour un autre projet, Africa Rise, où en fait, je suis chargée de communication et on est dans 25 pays d'Afrique. Donc, voilà. Franchement, c'est magnifique ton parcours. Je suis là, waouh, c'est juste top. Mais du coup, quel est ton message en fait pour les gens qui sont carriéristes comme toi, qui ont besoin de stabilité, qui ne sont pas en mode entrepreneur, je veux venir investir, mais qui sont en mode carrière? Est-ce que tu penses qu'ils ont une place ici, surtout les gens qui ne sont pas congolais, qui ne connaissent pas le Congo, les Afro-Américains, les gens des Antilles, les Caraïbes, qui voudraient venir au Congo pour une carrière? Quel est ton message que tu pourrais avoir pour eux, qui disent, ouh là là, est-ce que vraiment ce serait possible? Est-ce que je vais gagner ma vie? Est-ce que je vais bien vivre avec ma famille? Est-ce que... J'ai beaucoup cette question-là et j'ai cette question-là de ma famille, j'ai question des amis, j'ai des questions de personnes que je rencontre quand je voyage qui me disent mais comment t'as fait? Je pense que ça dépend vraiment du pays parce qu'on a tendance à agglomérer le continent africain. Ouais, c'est la même chose, c'est pas la même chose. Si vous voulez vous lancer dans une carrière au Ghana, en Côte d'Ivoire, au Bénin, c'est pas les mêmes codes, c'est pas le même environnement de travail. Mais moi, ce que je peux dire de manière générale pour avoir grandi au Bénin, été dans une école nigériane, travaillé au Congo, voyagé dans certains pays d'Afrique, il y a quand même un point en commun. Là où l'Europe est beaucoup dans les cadres et beaucoup dans les structures, même si on le cache, hein, mais le népotisme vient de l'Europe. Hein, c'est placer les gens de la famille, ça vient pas de chez nous. Hein, c'est quelque chose que voilà. Mais au Congo, je dirais, au Congo et dans d'autres pays d'Afrique, par expérience, il faut avoir un network. Il faut se renseigner en fait. Même si c'est un contact, parce qu'on est très communautaire. On est très communautaire en Afrique. Moi, parfois, j'ai voyagé juste en connaissant la connaissance d'une connaissance d'une connaissance. Mais juste par ça, c'est une porte d'entrée. Ne venez pas en Afrique en n'ayant aucun contact. J'ai déjà des copines qui ont essayé de faire ça. Même si on est communautaire et qu'on est ouvert, l'Africain fonctionne par connaissance. Tu connais, donc tu es mon ami. Je vais te faire entrer parce que tu connais mon oncle. Donc, même si vous avez une personne lointaine, mon oncle, je le connaissais à peine. Je le voyais qu'une fois par Noël. Mais je me suis dit, c'est ma porte d'entrée. C'est la famille. Donc, il faut avoir une porte d'entrée, une connaissance, un ami, une personne qui vit là-bas depuis 20 ans, que vous avez retrouvé sur Facebook et vous vous posez des questions. Voilà, la porte d'entrée. La deuxième chose, ayez un plan clair. Il y a des gens, ouais, je vais juste venir. Non, ayez un plan clair. Moi, quand je suis arrivée, j'avais 5 plans. Une amie qui m'avait passé le contact, le meilleur ami de mon père, mon oncle, j'avais cherché en ligne. Donc, il faut un plan B. Ne dites pas juste parce que les Africains sont ouverts et que voilà, je vais d'office trouver du boulot. Non, il y a des gens qui sont ici depuis des années, qui ont des diplômes, etc., mais qui ne trouvent pas. Donc, je pense que c'est vraiment une question d'avoir un plan, avoir un point d'entrée et se donner en fait un timing et faire des recherches. Oui, c'est l'Afrique, oui, c'est ouvert, oui, on est beaucoup plus relax quelque part, entre guillemets, que l'Europe, mais on ne va pas t'employer juste comme ça. Il faut que tu aies des arguments. Si tu n'as pas un diplôme, est-ce que tu as un business plan? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu t'es renseigné sur le Congo, tu as vu que peut-être que dans le digital, il y a quelque chose à faire. Qu'est-ce que tu vas faire dans le digital? Parce que ça avance vite maintenant. Donc moi, ce que je dirais, c'est n'ayez pas une idéalisation de l'Afrique parce que ce n'est pas tout le monde qui vient, qui trouve leur bonheur. Je ne pense pas que c'est vrai. Mais je pense que c'est possible quand vous apportez un peu de réflexion et que vous apprenez quand même. Venez en vacances 1 mois. Moi, je devais rester 3 mois. J'ai eu la chance de trouver après 1 mois du boulot. Je suis restée plus de 3 ans. Mais à la base, mon plan, c'était de rester 3 mois et de voir si réellement j'appréciais l'endroit. Ne venez pas comme ça d'un coup, j'abandonne tout, je viens, je laisse tout. Et puis voilà, on verra ce qui se passe. Et puis après, vous vous retrouvez sans argent. Après 6 mois, je retourne en Belgique, je suis dégoûtée. C'est ça aussi que je voulais dire. Ouais. Exactement. C'est vraiment bien dit. Je ne pense pas que j'ai quelque chose à rajouter parce que c'est vraiment ça. Donc, et maintenant, à part le travail, pour t'épanouir, et parce que c'est vrai que bon, Kinshasa, on a 20 millions de personnes, c'est une ville qui bouge vraiment. Comment tu fais pour t'épanouir? Quels sont les loisirs que tu as? Parle-nous un peu plus de ça, s'il te plaît. Un de mes loisirs préférés, je me suis réintroduite à ce loisir grâce à toi, le yoga. Mais le yoga, je dirais, c'est un amour d'enfance. J'aime bien dire ça parce que c'est la première passion que j'ai... Pas la première, parce que je crois que c'est la deuxième passion que j'ai partagée avec mon père.
Mon père m'a appris à nager à un âge, j'avais commencé à presque 2 ans. Il m'avait déjà appris à nager. Je participais à des compétitions de natation, voilà. Donc ça, c'était vraiment un rapport spécial que j'avais avec mon père et mon frère, parce qu'ils nous avaient appris tous les deux à nager ensemble. Il y a des belles photos de ça, c'est des beaux souvenirs. Mais il y a aussi des photos d'enfance où on voit mon père et moi en train de faire du yoga à un très jeune âge, 8, 9, 10 ans. Et mon père pratiquait tous les matins, je le regardais. Et puis un jour, ma mère avait trouvé un prof, un gars extraordinaire qui est décédé malheureusement assez jeune. Mais Dieudonné s'appelait et je lui envoie de l'énergie. C'était une personne exceptionnelle. Il a changé notre vie. Ma mère a trouvé que mon père n'avait pas beaucoup d'activités au Bénin, à part être coopérant et travailler. Donc il lui a dit, mais je me rappelle que tu adorais le yoga, je t'ai trouvé un prof. Je crois qu'il était, si je ne me trompe pas, peut-être qu'il était camerounais, mais il était au Bénin. Et du coup, ce gars, c'était un homme extraordinaire aussi au niveau de l'alimentation aussi. Il avait toute une philosophie où c'était vraiment un maître, un gourou, comme on dit. Et en fait, il a pris mon père là-dedans. Et puis ma mère a dit, mais prends Dandou, voilà, allez-y dedans. Et c'est la meilleure chose que ma mère a pu faire pour mon père et pour moi. Parce que ça a démarré un truc, quoi. Et puis, voilà, l'adolescence, l'âge, j'ai un peu perdu. Mon père a continué à pratiquer, moi je pratiquais plus. Je suis arrivée au Congo et c'est vrai qu'au Congo, c'est difficile de trouver des activités qui ne soient pas trop chères, parce que la vie est chère. Et aussi trouver quand même des loisirs qui sont adaptés à soi. Parce que bon, moi, voilà, aller tout le temps dans les lounges, bars, aller en soirée tout le temps, c'est pas trop mon truc. Donc à un moment, je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire pour m'occuper? C'est là que je t'avais rencontré. Et à l'époque, tu allais à l'ambassade de l'Inde. Et je me dis, mais c'est vrai que j'ai fait du yoga toute mon enfance, mais ok. Et je suis allée avec toi. Et puis après, c'était tous les jours à 18h. Et j'ai fait ça pendant 2 ans et demi. Ouais, 2 ans et demi, parce que même à un moment, tu étais partie et moi, je suis restée et j'ai continué. Et le prof, à un moment, il m'a dit, après 1 mois, il m'a dit, tu devrais enseigner. Je lui dis, mais ça fait 1 mois que je fais du yoga. Il dit, mais non, tu as un rapport avec ça, ça se voit. Il dit, toi, tu dois être prof. Il dit, je dis pas ça à tous mes élèves, mais je trouve que tu devrais être prof. Et il voulait que je parte en Inde, il voulait que je postule pour une bourse, une formation. Puis il y a eu le Covid et tout ça et ça s'est pas fait. Mais c'est resté. Et donc maintenant, je pratique le yoga pratiquement tous les jours, si c'est pas 4 fois par semaine, tous les jours, entre 20 minutes, le dimanche 1 heure. C'est vraiment devenu une passion et j'aimerais vraiment me former officiellement pour vraiment être certifiée. Ça aussi, c'est quelque chose que tu m'as inspirée. À part ça, je suis une danseuse. Moi, j'adore danser. Toute ma famille danse. Ma grand-mère, c'est marrant parce que ma grand-mère a transmis ça à tout le monde, tous mes oncles, toutes mes tantes. On danse tous. On danse la salsa, la kizomba, la bachata, la semba. On m'a déjà demandé de donner cours, mais pour l'instant, c'est juste une passion. Voilà. Donc, c'est vraiment la danse, la lecture. J'adore lire. C'est une passion aussi que je suis en train de renouer. J'adore lire, j'écris, pas aussi bien que ma mère, mais j'apprends, donc j'écris pas mal. Est-ce que ce sera une carrière plus tard, je ne sais pas, mais c'est quelque chose que je prends un peu plus sérieusement. Voilà. Et je fais la lecture de tarot. Voilà. Magnifique, magnifique. Ben justement, j'allais te poser une question en rapport avec ça parce que bon, le Congo c'est quand même un pays très chrétien. On est très catholique. Donc maintenant, comment tu as palpé à ça parce que je sais très bien que tu n'es pas nécessairement catholique religieuse comme telle. Même je sais que tu as voulu être nonne, hein. Mais et du coup, quel est ton rapport en fait? Comment tu as navigué en fait ce côté religieux parce qu'il impacte quand même notre vie de tous les jours et comment est-ce que toi tu arrives à te ressourcer spirituellement en fait? Alors j'ai un parcours particulier avec la religion / spiritualité. Moi j'ai grandi à l'école nigériane, c'était catholique, c'était fortement catholique. La religion, je dis toujours à l'école nigériane, c'était pas seulement une question de juste d'un aspect religieux, c'était un accès social. Si tu n'étais pas chrétien, si tu n'allais pas à l'église, tu étais exclu au niveau de la société. Donc moi, j'ai des parents, ma mère n'est pas pratiquante, mais elle croit à une certaine spiritualité. Et mon père se dit athée, mais je pense qu'il est aussi dans les énergies de la spiritualité, mais il n'aime juste pas mettre une étiquette là-dessus. Mais il n'est pas dans une conception religieuse. Donc je venais d'un foyer très... pratiquement, j'avais aucune éducation spirituelle ou religieuse à la maison. Il n'y avait rien, absolument rien. Et puis j'allais à une école nigériane où si tu n'étais pas chrétien, tu n'étais pas baptisé, tu n'allais pas à l'église les dimanches, les gens te considéraient comme non mais... Alors en plus de la langue, la barrière que je ne savais pas parler anglais, en plus du fait que j'étais métisse, en plus du fait que physiquement je ne correspondais pas à leurs normes, il y avait la religion. Alors c'est devenu pour moi, si je veux être acceptée, il faut que je sois dans leur univers. Donc je suis devenue une fanatique. Pour moi, j'étais vraiment... je priais tout le temps, je lisais la Bible tout le temps. On pouvait réciter n'importe quel passage de la Bible parce que nos punitions aussi étaient bibliques. Donc parfois, à l'école nigériane, on ne voulait pas qu'on nous donne
voilà, on nous frappait et tout, de la chicotte, on devait citer des parties de la Bible. Le prof choisissait voilà, un verset et si tu le connaissais par cœur, on ne te frappait pas, par exemple. Donc moi, c'était devenu vraiment un truc, je devais... voilà, et puis comme ça, j'ai réussi à me faire des amis. Et donc pour moi, c'était devenu... Je ne savais pas pourquoi j'étais religieuse, mais je devais être religieuse pour pouvoir être intégrée. Et puis, je suis arrivée en Europe et je suis restée vraiment dans ce truc-là, même ma façon de m'habiller, parler aux garçons, aller à l'église, prier tous les jours, prier avant la nourriture, prier avant de dormir. J'étais vraiment dans un truc, je voulais devenir nonne aussi, ce qui était pour mon père. Mon père, il a failli s'évanouir. Il m'a dit tout, mais pas ça. Je crois que si je lui avais dit que je voulais rentrer dans d'autres pornos, il aurait même été plus... Il dit non, pas nonne, s'il te plaît. Donc, c'était vraiment... voilà, mais j'étais aussi contre l'homosexualité, j'étais vraiment dans plein de... Voilà. Et en fait, je suis arrivée à l'école belge et c'était l'opposé. Les gens qui étaient trop religieux étaient les excentriques. Pourquoi tu es aussi religieuse? Pourquoi tu t'habilles comme ça? Parce que je devais mettre des vêtements qui dépassaient mes genoux. Tu vois, donc les gens étaient vraiment... Mais elle est bizarre, Dandou. Tu vois, je couvrais mes bras, on se moquait de moi parce qu'à chaque fois qu'il y avait... on nous servait des lunchs, moi je me levais, je priais. Donc c'était vraiment en Belgique, à Scarbeck, collège Roi-Baudouin. On te regarde, cette fille, elle vient d'où celle-là? Ouais, mais elle est folle celle-là. Et puis je pense que quelqu'un qui m'a fait un peu switcher, c'est mon ami homosexuel qui m'a dit, qui m'a avoué un jour, et moi j'étais homophobe. Et il m'a avoué ça et je me suis rendu compte, je suis dans une doctrine, je suis dans un concept... Et je ne sais même pas pourquoi je suis dedans en fait. À un moment, c'était parce que je devais m'intégrer. Et à un moment, j'étais mais pourquoi est-ce que j'y crois? Pourquoi? Parce qu'il y avait déjà beaucoup de choses dans la Bible que je n'étais pas forcément en correspondance, en alignement. Mais pour moi, je devais être là-dedans. Mais quand je suis arrivée en Belgique, je peux dire que l'Europe, il y a l'esprit critique. J'avais un prof de religion exceptionnel qui était prof de religion, mais qui nous donnait des questions personnelles à chaque fin de cours. Et ça, ces questions personnelles, c'est critiquer mon cours, critiquer ce que je viens de vous apprendre. Et pour moi, ça m'a ouvert complètement. J'avais des discussions avec lui. Il était hyper ouvert. Il était là, oui, il y a des choses qu'on ne comprend pas et tout ça. Et il acceptait qu'on critiquait la religion. Et pour moi, c'était tabou à l'école nigériane. Moi, j'ai déjà été giflée, j'ai déjà été punie parce que je disais, oui, mais pourquoi il y a ça dans la Bible? À l'école nigériane, on ne pouvait pas poser des questions en prof. On ne pouvait pas mettre en question la foi. Et là, j'étais dans un cours où le prof me disait, critiquez-moi, critiquez mon cours, critiquez la foi. Et donc, ça m'a complètement ouvert. Après, j'ai pris beaucoup de distanciation et je me suis un peu distancée de ça. Je n'étais pas athée, je n'étais pas agnostique, j'étais juste... Voilà. Et puis, je t'ai rencontrée aussi et puis on est parti en Jamaïque. Et en Jamaïque, j'ai été introduite à la spiritualité africaine. Parce que quand les Jamaïcains, pour garder leur ancrage, ils sont restés aussi dans quelque chose, dans une spiritualité qui est ancrée africaine. Et ça m'a remis dans un... nouveau questionnement et je me suis plus dirigée vers la spiritualité. Aujourd'hui, je ne dis pas que j'appartiens forcément à une doctrine, je ne dis pas qu'on dit oui, mais tu es spirituel dans quoi? Je dis non, moi je suis dans une spiritualité qui me convient, c'est-à-dire que je crois qu'il y a de l'énergie, je crois en l'univers, je crois aux ancêtres et je le pratique quotidiennement via de la méditation, je parle à mes ancêtres quotidiennement, je parle à mes esprits, mes guides spirituels et je suis vraiment dans quelque chose où je trouve que l'univers est en moi, l'univers est en chacun et on peut converser avec. Mais je ne suis pas dans une approche communautaire où je dois appartenir, je suis chrétienne, je suis... Voilà. Même dans la spiritualité africaine, je ne veux pas appartenir à quelque chose de précis, quoi. Donc voilà, c'est dans ce concept et dans ça, moi je dis que ma manière de communiquer avec mes guides, ma manière de communiquer avec mes ancêtres, c'est via les tarots. Pour moi, c'est des messages qui m'envoient, des messages cryptés, des messages visuels, des messages avec des couleurs, avec des chiffres, et c'est leur manière de me guider. Maintenant, je peux prendre le message, je peux le rejeter, je peux le comprendre, je peux ne pas le comprendre, je peux le comprendre plus tard, mais c'est une manière de recevoir parfois ce qu'ils ont à me dire. Ouais, c'est magnifique, c'est magnifique. Mais maintenant, comment tu vis en fait en harmonie ici, par exemple au Congo, dans un environnement qui est quand même très chrétien? Est-ce que tu te sens accepté, tu te sens à l'aise? Comment? Parce qu'il y a des gens maintenant, des spectateurs à nous qui peuvent regarder la vidéo et se dire oui, mais écoute, moi je suis kémite, je suis bouddhiste, je suis X ou Y. Est-ce que dans un pays aussi religieux comme le Congo, est-ce qu'on va m'accepter étant différent, tout simplement? Je pense aussi qu'on ne donne pas assez de crédit aux Congolais en fait. Je pense qu'on pense que naturellement le Congolais est fermé, mais je crois que on est dans une expansion, on est dans un développement, on est dans un éveil. Et le Congolais commence à comprendre qu'il n'est pas
il est plus chez lui. En fait, les gens se sont appropriés le Congo, mais le Congolais n'est pas content de ça. Le Congo veut se réapproprier son pays. Et à partir de là, j'ai l'impression que de plus en plus de Congolais sont dans une conscientisation de savoir, mais qu'est-ce qu'il y a de plus en fait? Qu'est-ce qu'il y a de plus? C'est pas majoritaire, mais je me rends compte que j'attire de plus en plus ces personnes-là. Juste pour exemple, l'endroit où on se trouve aujourd'hui, c'est chez une amie. Et moi, j'étais fermée en fait. J'étais fermée quand je faisais mon yoga. Je faisais du yoga tous les matins à l'extérieur. Et il y a des gardiens, il y a des gardes qui viennent et qui me regardaient. Et moi, j'étais dans une position très agressive. On dit, mais pourquoi vous regardez? Je sais que vous allez critiquer parce que vous allez dire que c'est de la sorcellerie et tout ça. Parce que pour moi, dans ma tête, j'étais là, mais ils vont pas accepter ça parce qu'ils sont congolais, ils sont chrétiens, ils sont pas dans ce truc-là. Et je ne les ai pas donné du crédit, je ne les ai pas donné du respect. Parce qu'un jour, j'ai un vieux papa, un gardien ici, qui m'appelle, et c'est arrivé 2-3 fois, pas juste lui, je donne son exemple parce que ça m'a marqué. Il m'a appelé sur le côté, et c'est un vieux papa. Il n'est pas de ma génération, je crois qu'il est dans ses 60 ans, quelque chose comme ça. Il vient, il m'appelle sur le côté, il me dit, qu'est-ce que vous faites tous les matins là, ça m'intéresse. Je dis oui, qu'est-ce qu'il y a? J'étais déjà agressive, pourquoi tu me parles de ça encore? Il dit non, je vous vois tous les matins, vous avez l'air tellement en paix, je vois que vous bougez, vous faites quoi? C'est du yoga. Je dis oui, est-ce que vous pouvez me ramener un livre dessus? J'aimerais bien apprendre. Et je ne l'ai pas fait parce que j'avais déménagé, j'avais perdu le livre que j'avais mis de côté, mais finalement dans le déménagement je l'ai perdu. Je suis revenue 6 mois après, il m'a dit où est mon livre? Une autre fois, j'étais en train de pratiquer du yoga, il y avait un jeune de ma génération, il est venu, il m'a dit madame, est-ce que je peux venir? Est-ce que je peux le faire s'il vous plaît? Et il est revenu un samedi et finalement, j'étais pas là finalement, j'avais un autre truc à faire, mais il m'a attendu pour faire du yoga. Donc en fait, je pense que les gens parfois on est dans un éveil, le Congolais est plus ouvert que même lui-même le pense. C'est juste qu'on l'a endoctriné qu'il faut être chrétien, on l'a endoctriné pendant longtemps, mais je pense que le Congolais est plus ouvert que même lui-même peut l'envisager. Et donc du coup, dans cette ouverture-là, j'attire des personnes qui sont dans cet alignement-là. Et j'ai compris aussi que je dois être moins sur la défensive. Donc quand quelqu'un me pose des questions, quand il voit que je suis en paix avec ce que je fais, quand il voit que je n'essaie pas de le convaincre, parce que je n'essaie pas non plus de convaincre les gens, il faut que je vous fasse des lectures de tarot, sortez du christianisme, sortez de l'islam. Non, je ne suis pas du tout là-dedans. J'ai des conversations hyper intéressantes avec des chrétiens, avec des catholiques, avec des protestants, j'ai des kémites, avec tout le monde. Et à partir du moment où je n'impose pas ma vision, que je suis ouverte, que je suis en paix avec moi, ce que je partage, et qu'ils voient que je suis en paix et qu'ils voient que je n'essaie pas de les convaincre, je n'ai plus de problème en fait. En soi, j'ai plus de problème. J'ai pas de combat, j'ai juste des discussions, j'ai des débats, mais j'ai pas de conflit. Magnifique, magnifique. Donc, je pense que sur ce, on va clôturer l'interview sur ça. C'est juste super beau parce que là, je trouve que tu as vraiment bien englobé en fait la vision du pays pour les gens qui sont à l'extérieur, qui voudraient venir au Congo. Mais est-ce que tu as encore un message pour nos téléspectateurs, des gens qui ont encore peut-être un questionnement ou autre? Est-ce que tu as un message pour eux, s'ils auraient une peur? Ou ils sont là juste au bord de dire non, je vais acheter mon ticket, mais je ne suis pas sûre. Quel est ton message pour eux? Alors mon message, je pense que c'est aussi un message qui a été inspiré par toi, mais mon message c'est oser. Dans le simplement oser. Oser sortir du cadre, oser être soi-même, oser dépasser ses peurs, oser faire le pas, oser sauter le pas. Parce que je pense que moi, j'étais dans une école, du parcours qu'on a fait, j'étais vraiment dans une école où on était vraiment dans des cadres. Et l'Europe, en revenant en Europe, on m'a mis un autre cadre. En revenant au Congo, on m'a mis un autre cadre. Et c'est en sortant de ces cadres imposés par différents pays, différentes sociétés, que je me suis rendu compte que, en fait, mon essence, elle se transmute, elle se métamorphose, elle change tout le temps. Et elle le fait quand je la permets, en fait. Quand je permets à mon énergie d'être ce qu'elle veut être, je deviens qui j'ai envie d'être, en fait. Donc, si vous avez envie d'acheter ce ticket, mais vous dites non, mais l'argent, mais les parents, mais... Qu'est-ce que votre énergie vous dit? Qu'est-ce que à l'intérieur, ça vous dit? Parce que finalement, le mot « oser », dépasse en fait, vous permet d'aller vers ce qui vous êtes destiné en fait. Donc je pense que moi, quand j'ai pris le pas de quitter la Belgique, tout le monde m'a dit que j'étais folle. Tout le monde m'a dit, même enfin Dandou, tout le monde m'a dit, la plupart des choses que je fais, les gens me disent, mais je comprends pas en fait, ce que vous n'avez pas besoin de comprendre. C'est mon parcours en fait. Donc je dirais, vous n'avez pas forcément à m'inspirer de mon parcours ou du tien ou de n'importe qui. Écoutez-vous en fait et osez écouter votre propre voix. Donc ce serait ça. Merci beaucoup pour son temps, merci beaucoup pour cette interview. Alors, je vous remercie tous d'avoir pris le temps de suivre notre bel épisode avec Dandou Belkenazen. Si vous voulez avoir plus d'informations sur elle, sur sa chaîne de podcast, vous pouvez trouver ça dans le descriptif. Et n'oubliez pas, pour venir sur notre site internet www.yakalaneafrica.com où vous allez avoir tout ce que sur le tourisme, le RDC, l'investissement, le business et tout ce qui est sur Ancestral Tours DRC. À bientôt et à lundi prochain. Au revoir!